Réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Ils se rencontrent depuis ce matin à Bamako. C'est pour harmoniser leur point de vue, pour arrêter les dispositions pour l'envoi d'une mission des forces en attente de la CEDEAO au Mali, appelée MISEMA. La situation au nord du pays joue énormément sur le tourisme dans cette zone. Le secteur vital de l'économie est de ce fait très en difficulté. Ce soir, nous nous intéressons au cas de Djenné en 5e région. Depuis février, aucun touriste n'est passé par là. Sur place, les acteurs proposent de promouvoir le tourisme intérieur, c'est-à-dire amener les Maliens à faire du tourisme chez eux. Une nouvelle page s'inscrit dans l'histoire de la Coupe du Mali. L'affiche de la finale de cette 52e édition est inédite. Pour la première fois, les 11 créateurs de Niarila et l'Union sportive de Bougni accèdent à la plus haute marche du podium. Une véritable surprise dans cette Coupe du Mali. Les deux formations ont éliminé le Djoliba AC et le COB en demi-finale. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 13 août, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO est en réunion extraordinaire à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beille, et ce, depuis ce matin. Assistés des officiers planificateurs, les 15 chefs d'état-major vont, entre autres, examiner la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Il sera également question des conclusions de la conférence finale de planification des forces en attente de la CEDEAO, tenue du 8 au 11 août ici à Bamako. Le reportage est de Nando Dambeli. Cette rencontre marque la fin des travaux de planification sur le déploiement éventuel de la force en attente de la CEDEAO au Mali. En l'accueillant aujourd'hui à Bamako, les autorités maliennes n'entendent pas seulement manifester leur soif de solidarité. Il entend également donner l'occasion à l'ensemble des participants d'accomplir un nouveau pas en avant dans la recherche de solutions aux problèmes du Mali. Ce nouveau pas, tout le monde en conviendrait, sera aussi déterminant qu'il se construira sur une stratégie inclusive des réels besoins des forces de défense et de sécurité, ainsi que les attentes des populations du Mali. L'objet de la rencontre de Bamako est la planification finale du concept d'opération de l'engagement au Mali de la force en attente de la CEDEAO. Il s'agit notamment d'arrêter les modalités pratiques pour le déploiement de la force de la mission de la CEDEAO au Mali baptisée MISEMA. En effet, au lendemain de l'éclatement de la crise au Mali, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a instruit le comité des chefs d'État-major d'envisager l'emploi de la force si nécessaire pour aider le gouvernement du Mali pour recouvrer l'intégrité du territoire et ramener la paix, la stabilité et la sécurité au Mali. Intervenant à l'ouverture des travaux, la commissaire chargée des affaires politiques, de la sécurité et de la paix de la commission de la CEDEAO a déploré la dégradation de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Elle a ainsi assuré le comité du soutien plein et entier du président de la commission de la CEDEAO pour les efforts qu'il a déployés jusqu'ici afin de maîtriser la situation, plaçant les travaux de la présente rencontre dans la logique de l'obligation de solidarité. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu à rappeler un certain nombre de considérations pouvant nourrir les réflexions. L'agression dont est victime le Mali focalise à juste raison l'attention de la communauté internationale. Les pays du champ, notamment, avaient initié en son temps des mesures visant à mutualiser les moyens et à conjurer la menace qui se précisait. Des organes furent mis en place pour conduire des opérations concertées à travers notre espace commun. Le déficit capacitaire de l'armée malienne, plusieurs fois mis en exergue, n'explique pas tout en réalité. Du reste, très peu de nos armées auraient tenu face à l'assaut conjugué de la faune de groupe armé présent dans le nord. L'armée malienne a certes pris un coup, mais elle reste debout et fait le serment d'honorer le contrat moral qui la lie à la nation. Les travaux qui se poursuivent à huis clos
prendront fin demain sur des recommandations. Sur un tout autre sujet, l'esplanade de la cité administrative a servi de cadre pour le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra pour rompre le jeûne avec plusieurs ambassadeurs de pays musulmans. Des représentants de groupements politiques et membres du gouvernement étaient aussi parmi les invités du chef du gouvernement. La prière de l'après-rupture a été dirigée par le doyen des diplomates étrangers, Abou Rabat, ambassadeur de la Palestine au Mali. L'occasion était donc propice pour faire des bénédictions en faveur d'un meilleur avenir pour le Mali. C'était donc en début de soirée. Le Premier ministre donc a invité les ambassadeurs de plusieurs pays musulmans à rompre le jeûne avec lui. Voilà les invités donc qui ont fait des bénédictions pour le Mali. Les Maliens doivent parler d'une même voix pour la reconquête des régions occupées. C'est la vision des leaders religieux réunis hier au stade du 26 mars pour le meeting organisé par le Haut Conseil islamique. Les leaders religieux appellent par la même occasion les occupants de ces régions à rejoindre sans condition et sans délai la table des négociations. Tous disent non à l'application de la charia au Mali. Mohamed Diarra était au stade. Son reportage. La situation au nord du Mali, le sujet a dominé le meeting du Haut Conseil islamique du Mali. Chacun aura apporté sa petite idée afin de capitaliser une somme de propositions pour une sortie de crise rapide. Pour ce faire, les orateurs du meeting estiment que les Maliens doivent compter sur leurs propres forces. Otumana ni silamɛw y'a ye bi k'a fɔ an k'an kana sigi nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔ cogo min na ka tila kɔ tuguni ka bɛn ɲini ka kelenya ɲini jamanadenw ye an hakilila silamɛw bɛ alakira ka sira de kan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le Haut Conseil islamique appelle les occupants du Nord à rejoindre sans condition et le plus rapidement possible la table des négociations. Le Mali étant un pays laïque, il ne saurait être question d'une quelconque application de la charia dans notre pays. Hana maganja dugu kolo inga kwa nebe jeka au faso injampa oteke abada marfati seka au karaba fomret seka au karaba au nga sharia te jabu ya sharia ye. Les femmes musulmanes veulent que les fils et les filles du Mali parlent d'une même voix. L'heure n'est plus à la division. Il faut reconstituer dite l'armée malienne, préconise-t-elle, afin qu'elle puisse reconquérir les 2/3 du territoire occupé. Les femmes musulmanes du Mali saluent par la même occasion le processus enclenché par le président de la République en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Le Haut Conseil islamique se veut une organisation neutre. Il entend mettre le Mali au-dessus de toute considération partisane, disent ses responsables. Autre action de solidarité envers nos populations, la Banque africaine de développement vole au secours des populations des régions du Nord touchées par la crise sécuritaire et alimentaire. La BAD, le gouvernement malien et la Croix-Rouge malienne viennent d'apposer leur signature à une lettre d'accord tripartite. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'économie, des finances et du budget. 500 millions de francs CFA, c'est le montant du don que vient de faire la BAD au Mali. Le reportage est de Salimata Dao. La Banque africaine de développement, un partenaire sûr et de longue date, tend une fois de plus la main au Mali. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de l'humanitaire qu'elle intervient en venant en aide aux populations touchées par la crise sécuritaire et alimentaire dans les régions de Gao et Tombouctou. Cette volonté d'aider le Mali s'est concrétisée par la signature d'une lettre tripartite entre la BAD, le gouvernement malien et la Croix-Rouge malienne. La présente cérémonie de signature de la lettre d'accord tripartite est le témoignage manifeste de la volonté et de la détermination
des pouvoirs publics et leurs partenaires à trouver une solution rapide et conjuguée aux problèmes d'accès des populations de ces régions aux vivres et aux médicaments de première nécessité. Le montant alloué pour cette opération caritative est d'1 million de dollars américains, soit 500 millions de francs CFA. L'intervention que propose la BAD permettra d'alléger le nombre de souffrances en redonnant un peu d'autonomie et surtout de la dignité à une population qui n'a que trop souffert des conditions qui lui ont été imposées. C'est pourquoi, dans sa conception, le programme a été simplifié afin que le montant soit décaissé en une fois, et ce, dès la signature de la lettre tripartite. Le gouvernement malien considère ce don, au-delà de son montant, comme un geste de solidarité très significatif qui permettra de soulager les souffrances de certaines populations. Cette aide de secours d'urgence a pour but de contribuer à la satisfaction des besoins en aliments et en soins médicaux des populations affectées par les crises sécuritaires et alimentaires dans 13 localités des régions de Gao et de Tombouctou. L'occasion me paraît opportune pour féliciter le groupe de la Banque africaine de développement pour son appui constant et de qualité aux efforts de développement économique et social du Mali à travers le financement continu de nos projets et programmes pour l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Ce don servira à mettre à la disposition des bénéficiaires 725 tonnes de produits alimentaires de première nécessité et 300 lots de médicaments essentiels. Retour sur la mission de nos ministres à Niamey au Niger. Lors de ce séjour, le ministre de l'Action humanitaire, Mamadou Sidibé, a été reçu en audience par le président nigérien Mahamadou Issoufi. C'était le week-end dernier à la présidence. À sa sortie d'audience, le ministre s'est adressé à la presse. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous avons eu à faire des visites sur le terrain. Donc on a été à Abala, on a été à Yoro, on a été à Mangazié. Donc c'était pour rendre compte au président de la République de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, les conditions dans lesquelles les populations sont installées, les mesures d'accompagnement qui ont été faites, et le message qui nous a été donné aussi par l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on nous a chargé de transmettre au président de la République les remerciements de l'ensemble de la population pour tout l'accueil qu'ils ont obtenu depuis le début de ces événements jusqu'à ce jour-ci, l'assistance des autorités locales, l'implication des populations pour soulager leurs souffrances et les conditions dans lesquelles de vie dans lesquelles ils sont. Donc c'était essentiellement ça l'objet de notre visite et lui rendre aussi le salut et la gratitude de l'ensemble du gouvernement malien, du président de la République et du peuple malien pour l'implication du Niger dans le problème que nous vivons aujourd'hui et dans la recherche de solutions. Le ministre Mamadou Sidibé était au micro de nos envoyés spéciaux Suleiman Kenza Sidibé et Abdul Salam Bambara. Et notez qu'une réunion de concertation des médiateurs ouest-africains à Abidjan en Côte d'Ivoire s'est tenue. C'était le 9 août dernier. La concertation avait pour but de préparer la prochaine assemblée générale ordinaire de l'association des ombudsman et médiateurs africains qui se tiendra ici à Bamako. Le thème de cette 4e Assemblée générale portera sur le renforcement des capacités des médiateurs et la consolidation de la bonne gouvernance. Et puis notez le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, l'ambassadeur et le consul général du Mali à Paris informent les usagers du consulat général du Mali à Paris que les services du dit consulat déménagent dans ses nouveaux locaux au 53 rue Hoche à Bagnolet le lundi 20 août à partir de 9h. En conséquence, les services consulaires seront suspendus les jeudis 16 et vendredi 17 août pour permettre le transfert des équipements et des bureaux. Cependant, une permanence sera assurée afin de traiter les cas d'urgence. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, l'ambassadeur et le consul général du Mali à Paris comptent sur la bonne compréhension de tous. Ici au Mali, le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, a rendu visite cet après-midi au CHU Gabriel Touré à Malik Aliou Maïga, animateur de radio, récemment tabassé par les bandits armés à Gao. Sur place, le ministre a exprimé la compassion et le soutien du gouvernement et de l'ensemble de la presse malienne à la victime. Le reportage est de Tiemoko Konati. C'est précisément dans la nuit du 5 au 6 août à Gao que le confrère en pleine émission a été emporté par les bandits armés et passé à tabac.
Admis au CHU Gabriel Touré le samedi soir dernier, Malik Aliou Maïga a reçu ce lundi la visite du ministre de tutelle. Hamadoun Touré est venu lui exprimer la compassion du gouvernement et de l'ensemble de la presse malienne avant de lui souhaiter prompt rétablissement. Tout le gouvernement vous souhaite une bonne santé, un prompt rétablissement. Je vous invite personnellement à suivre les indications du médecin, de les suivre scrupuleusement, parce que ce que vous avez subi n'est pas banal. Nous vous souhaitons beaucoup de calme. Après, maintenant, vous allez réfléchir à ce que vous ferez après. Au dire du directeur général de l'hôpital, Abdoulaye Nene Koulibaly, il y a eu plus de peur que de mal. La victime elle-même nous le confirme. Ils ont vite réagi et puis depuis la douleur est calmée. Donc je me sens très bien. Tout va très bien. Même ce qui concerne au niveau de ma tête où je sentais très mal quand j'étais dans l'avion. Maintenant je me sens bon. Avant de prendre congé de la victime, le visiteur du jour lui a offert une enveloppe symbolique. Suite à la situation qui prévaut au nord du Mali, des réactions continuent de parvenir à notre rédaction. Ce soir, la Commission nationale des droits de l'homme, l'association Maliko et le PDS condamnent les actes barbares commis sur les populations des régions du nord du Mali. La solidarité en faveur de nos déplacés du Nord à Bamako se renforce. 40 familles viennent de recevoir plus de 7 tonnes de vivres, un don remis par l'ONG El Farouk à travers le comité de jeunes pour le suivi de la crise au Nord. C'était samedi dernier. Le don a coûté plus d'1 million de francs CFA. Il est la suite logique d'une série d'actions de solidarité entreprises par les responsables de l'ONG et leurs partenaires. Il s'agit non seulement d'accompagner les autorités dans la prise en charge des couches démunies, mais aussi de donner un coup de fouet à l'élan de solidarité dans notre pays. Les bénéficiaires ont salué le geste avant d'exhorter les initiateurs à continuer sur cette lancée. La cérémonie de remise a pris fin par la rupture du jeûne. Autre action de solidarité, plus de 200 personnes déplacées du nord du Mali ont reçu à Ségou et Nyono des dons composés de vivres et de produits anti-palud. Le coût de l'opération initiée par l'AMAPROS, association malienne, l'AMAPROS, donc l'association malienne pour la promotion du Sahel, et des partenaires espagnols est estimé à 20 millions de francs CFA. Reportage de Candesila. Pour une solidarité agissante nord-sud en faveur des personnes déplacées des régions du Nord Mali. C'est tout le sens de cette cérémonie de remise de dons. Cérémonie initiée par 2 ONG espagnoles, Farmamundi et Zunta, et l'Association malienne pour la promotion du Sahel AMAPROS. Ils sont plus de 200 personnes déplacées au niveau de Ségou et de Nyono bénéficiaires. Chaque personne a reçu des céréales, de l'huile et du sucre. En plus de ce don, une quantité importante de médicaments antipaludiques a été distribuée, ainsi que des moustiquaires spécifiquement pour les déplacés des Nyono. Notre devise, c'est d'accompagner les plus démunis. Notre devise, c'est d'accompagner les couches vulnérables et de faire en sorte que toutes les actions que nous posons puissent aller en direction de ceux ou celles qui en ont besoin. À Ségou et Nyono, les autorités administratives et politiques, ainsi que les bénéficiaires, ont salué cette initiative qui permettra d'amoindrir les souffrances de 335 personnes déplacées installées dans les cercles de Ségou, Nyono et de San. Nous avons quitté le Nord. Nous sommes dans le besoin ici. Nous saluons AMAPROS et ses partenaires espagnols. Nous les invitons à poursuivre cette œuvre. Joignant leurs vœux à celui du directeur de l'AMAPROS, les intervenants ont imploré en ce mois béni de Ramadan le bon Dieu pour la libération inconditionnelle et immédiate des régions nord du Mali dans une République du Mali laïque et indivisible. Merci pour tous ces gestes de générosité. La génération malienne consciente GEMACO a organisé samedi dernier une conférence de presse. L'objectif était d'informer la presse de l'organisation de la marche par l'athlète Mamadou Camara. La marche prendra son départ à Caille pour véhiculer un message de paix et devra aller jusqu'à au moins Sévaré. Compte rendu de Isaac Tinou. Véhiculer un message d'union de Caille à Sévaré, c'est l'objectif visé par la génération malienne consciente, GEMACO. C'est là à travers une marche. Ce regroupement de plus de 70 associations signataires sur toute l'étendue du territoire a rendu public
sa décision lors de ce point de presse. C'est donc dans ce cadre de la mise en œuvre de la charte de l'espoir, plus particulièrement des valeurs 1 et des valeurs 4, à savoir l'unité du territoire et la solidarité nationale et internationale, que les signataires de la charte Djemako ont décidé d'organiser la marche du flambeau de la paix et de la solidarité. Et une fois entré dans la ville et qu'on lui a donné de l'eau, il explique la raison de sa venue. Je viens de Caille, je traverse le pays, je vais jusqu'au nord du pays. Je vais pour porter un message de paix. Je vais pour me battre pour mon pays. Je vous demande de m'accompagner. Le porte-flambeau de cette marche sera Mamadou Camara qui a déjà fait Bamako-Caille, Bamako-Sikasso. Cette fois-ci, c'est pour dire que la paix n'a pas de prix. Moi, je suis prêt pour participer avec Djemako, donc pour que la paix puisse venir dans notre pays. La paix n'a pas de prix. Le marathonien prendra son départ le 22 août prochain à Caille. Sa marche doit durer 1 mois. La bonne route aux marcheurs. Une conférence débat vient d'être initiée à l'intention des femmes. C'était pour mieux les informer sur la crise sécuritaire du moment, les impacts qu'elle peut avoir sur les femmes et les défis à relever. C'était aussi l'occasion de se pencher sur le rôle des femmes dans la gestion de la crise. Notre reporter Ramata Konaté a suivi l'ouverture des travaux de cette conférence. Voici son reportage. Les exactions et punitions, vols, violences et viols commis depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au nord du Mali, le dossier était au centre d'une journée d'échange initiée à l'intention des femmes. C'est pour édifier ces dernières sur les contours de la crise qui secoue le pays depuis plus de 6 mois. La rencontre vise également à permettre aux participantes de proposer des voies de solution pour une sortie de crise. Sur ce point, le réseau ouest africain d'édification de la paix, OANEP Mali, et ses partenaires sont convaincus que les femmes ont bien un rôle important à jouer. Cette crise-là, si les femmes se mobilisent de manière générale et sérieuse, vraiment nous allons la gagner sans une balle. Qu'on se mette en grand nombre et qu'on prenne la route. Qu'on prenne la route. Quand 100, 200 000, 3000 femmes vont débarquer dans ces villes-là, mais ils se chercheront. Maintenant, il va falloir qu'on revoie notre manière de faire, qu'il y ait une grande mobilisation des femmes pour parler et aux politiciens du Mali, pour leur dire que le Mali nous appartient à nous tous. Il faudrait qu'ils s'entendent pour qu'on trouve définitivement une solution à ce problème-là. Depuis avril, nous sommes en train d'attendre. La conférence débat sur la crise sécuritaire au nord du Mali s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50aire de la Journée panafricaine des femmes, un anniversaire que le Mali, l'un des pionniers de la création de l'organisation continentale, a commémoré dans une triste situation. Place au dossier du jour. Compte tenu de la situation au nord du pays, notre tourisme a pris un coup dur. En effet, les touristes préfèrent ne pas s'y aventurer. Le secteur vital de l'économie locale est de ce fait très en difficulté. Notre équipe de reportage est allée voir le cas de Djéné. C'est édifiant. Depuis février, aucun touriste n'y a mis le pied. Pour résoudre le problème, les différents acteurs du circuit touristique proposent comme solution de promouvoir le tourisme intérieur, c'est-à-dire amener tout simplement les Maliens à faire du tourisme chez eux. Envoyés spéciaux, Lamine Tchekoura Koulibaly et Youssouf Diarra. Djéné est situé au bord du Bani, aux portes du delta intérieur du Niger. Selon la tradition généralement entretenue, le mot Djéné serait une déformation de Djani, la petite Dia, allusion faite à cette ville qui est considérée comme la plus ancienne de notre pays. Mais d'après d'autres sources, le mot Djéné dériverait de Al-Djanati, qui signifie le paradis. Les difficultés économiques actuelles de la ville ne font pas cependant penser à un paradis. Le tourisme, secteur vital de l'économie locale, est très en difficulté à cause de la crise du Nord. Quand on essaie de comparer le premier trimestre de 2012 au premier trimestre de 2008, donc on a le 1/10 des nuitées au niveau de Djéné. Au mois de février, il n'y a pas une seule nuitée qui a été enregistrée au niveau de Djéné. Depuis que vous disiez que les Toumoutou à bande rouge, les Mopti, Bandiangara, Djéné à bande jaune.
Depuis que ça a commencé par là, rien ne va. Non. Donc je crois qu'en tout ça, les touristes veulent la paix. Cet homme a près de 40 ans de pratique hôtelière dans la ville de Djenné. Jamais l'activité ne s'est portée aussi mal. Comme conséquence sur nous, c'est surtout la pauvreté. Donc le niveau de vie baisse et ça entraîne la pauvreté. C'est très clair. C'est un gap financier pour la mairie de Djenné. Elle se voit privée d'environ 50% de ses recettes. Cette situation est aggravée par l'incivisme fiscal. En temps normal, nous avons à peu près 20 à 30 millions de recettes touristiques par an. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir faire fonctionner la commune. Et d'ailleurs, les investissements, c'est déjà arrêté par le manque de recettes. Et nous avons même des arriérés de salaire. La crise du Nord a affecté tout le circuit touristique de Djenné. L'artisanat ne brille plus des mille feux depuis que les très nombreux visiteurs étrangers ont tourné dos à la ville. Les actions qu'il faut mener, d'abord, privilégier l'éducation au patrimoine dans les établissements scolaires. Et pourquoi pas également les différents départements ministériels pour mieux connaître ce pays-là. En Chine, les premiers touristes en Chine sont les Chinois eux-mêmes. Les colonies de vacances à l'extérieur. Cette année, j'ai été surpris de voir à la télé que des élèves maliens sont en train d'aller visiter le site de Gorée. Et vous leur demandez s'ils connaissent Djenné, ils vous diront non. Moi, je pense qu'il faudra commencer par chez soi d'abord. Il faut que les Maliens prennent conscience qu'il faudra qu'on soit les premiers touristes de ce pays-là. Toutes les régions du Mali ont des potentialités touristiques. Il faut que les nationaux prennent la place des touristes européens. Bon, maintenant, il faut que aussi les hôtels comprennent. L'hôtellerie coûte très cher dans ce pays. La destination Mali coûte très cher avec les hôtelleries. Non, les hôtels ne sont pas chers. À Djenné, il y a tous les prix. Et tous les hôtels baissent les prix pour les Africains. Les Africains ont un prix spécial ici à Djenné. D'autres même logent gratuit. Malgré tout, Djenné garde sa légendaire hospitalité. Les habitants de la ville évoquant parfois, non sans humour, le triste souvenir des jours heureux pendant ces jours de galère. L'hôtel est devenu les arbres, les oiseaux qui chantent sur les arbres, parce qu'avant les Français venaient pour enregistrer et prendre des photos. Maintenant, Ouais, c'est le bruitage des oiseaux. Le bruitage des oiseaux, et puis les enfants qui puissent de l'eau, et c'est la vie qui continue simplement. C'est le tourisme qui a fait le boom économique de Djenné à partir du XXe siècle, après sa grande prospérité du Moyen-Âge, période durant laquelle elle a joué un rôle central dans le commerce transsaharien. Les produits provenant du sud étaient acheminés par voie terrestre jusqu'à Djenné et transportés dans des pirogues à Tombouctou, d'où ils regagnaient par chameau les marchés de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Mais le commerce maritime apportera un coup dur au commerce transsaharien. Djenné, comme toutes les villes de l'intérieur, en souffrira. C'est l'émergence des villes côtières. Va-t-on aujourd'hui vers l'émergence d'autres villes touristiques? Voilà, le tourisme intérieur peut être une solution. Si vous avez des vacances, restez au Mali et bien sûr, allez visiter votre pays. Parlons sport, football, l'US Bougouni a écrit une page de son histoire en se hissant en finale de Coupe du Mali pour la première fois. Elle rejoint ainsi les 11 créateurs qui avaient battu le Djoliba AC lors de la première demi-finale. Les amateurs de Bougouni ont battu les COB, détenteurs du trophée au tir au but 4-2. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'un but partout. Siragatou Sissé nous résume le match. Le chemin du COB et de l'US Bougouni se croisent de nouveau. Un an après leur face-à-face en 16e de finale dans cette même épreuve, Olympiens du COB et pensionnaires de l'US Bougouni luttent pour une place en finale de Coupe du Mali. L'enjeu est tout autre différent. Le COB a été ballotté par la sympathique équipe de l'US Bougouni jusqu'à la 30e minute. Sur un corner, Ismaïla Diarra d'un coup de tête fulgurant
ouvre le score. L'US Bougouni ne se décourage pas. Elle établit la parité à la 32e minute par Boubacar Diarra à la suite d'un cafouillage. Mi-temps 1-1. Mais la défense olympienne qui ne peut se dégager, la tête une nouvelle fois de Moussa Sangaré. Et ce ballon qui rebondit quasiment sur la poitrine de Boubacar Diarra pour l'égalisation. Un but partout entre les deux formations. En seconde période, le COB et l'US Bougouni optent pour la prudence. Le match baisse en intensité. Score final, un but partout. Les prolongations ne donnent pas grand-chose. C'est à la séance des tirs au but que l'US Bougouni s'impose 4-2 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Mali, la première de son histoire. On a eu de la chance. À vrai dire, on a eu de la baraka. On a carrément joué notre chance. On savait que le COB était meilleur que nous. On a vu le match. On a pratiquement tourné les pattes pendant 45 minutes. Désormais, nous, on est dans l'histoire du football malien aussi. Bravo à l'US Bougouni. Franchement, c'est une équipe très solide qui était en face. Faut pas que les gens croient que le COB a négligé certains détails. C'était le COB qui était en face. On a tout donné. Je pense que les occasions étaient là. C'est vrai qu'il y a des jours sans comme ça. Hein? Donc je dirais bien, en toute sportivité, vraiment bravo à cette équipe de Bougouni. Et nous, on va se remettre encore. On va encore travailler d'arrache-pied afin d'essayer d'avoir notre place d'entente dans les équipes. L'US Bougouni a vécu une épopée formidable, méritant un clin d'œil dans les rétros entre frissons et émotions. Nous n'étions pas attendus là. Nous ne faisons pas partie tout simplement du Gotha. Mais enfin, nous sommes là. L'Union sportive de Bougouni est là. Notre victoire est d'autant plus méritoire. Que c'est une victoire acquise sur un club qui fait partie du Gotha. Le COB est le club détenteur de la dernière édition de la Coupe du Mali. Les amateurs de la cité du Bani Mouniké ont reçu certainement le plus beau et le plus flamboyant succès en attendant peut-être l'apothéose le 25 août contre les 11 créateurs de Niarala. Un autre invité surprise. Bravo à l'US Bougouni et bravo aux 11 créateurs. La finale est prévue le 25 août prochain. Toujours en sport, retour sur les Jeux Olympiques de Londres 2012 qui ont fermé leurs portes hier dimanche. Les athlètes africains ont fait moins bien qu'à Pékin, mais ils ont illuminé les CJO. Ils ont remporté 34 médailles, dont 11 en or. De nombreux athlètes africains ont été consacrés. Tout de suite, nous vous proposons de revoir les performances de ces sportifs qui font la fierté de leur pays et du continent. Une victoire africaine pour le dernier jour des Jeux Olympiques. Loin devant les favoris kenyans et éthiopiens, l'Ougandais Stephen Kiprotich a remporté dimanche l'épreuve du marathon, offrant à son pays son unique médaille olympique de 2012. Cette année à Londres, l'Afrique aura fait à la fois moins bien et mieux qu'à Pékin. Une véritable percée pour l'Afrique du Sud, moins de médailles pour les pays stars comme le Kenya et l'Éthiopie, mais aussi plus de pays distingués et beaucoup de surprises. À l'image de la natation, où les nageurs sud-africains ont raflé 3 médailles. À 20 ans, Chad Leclos s'est offert le luxe de battre le grand Michael Phelps sur le 200 mètres papillon. Je n'arrive toujours pas à y croire. À chaque fois que je regardais hors de l'eau, je me disais « Allez, c'est mon tour !» Dans les 25 derniers mètres, quand on était côte à côte, tout est passé au ralenti. J'avais du mal à y croire. Londres aura aussi été le rendez-vous de l'émotion avec la performance d'Oscar Pistorius. Le sprinter amputé des 2 jambes aura ébloui les Jeux, et tant pis s'il repart bredouille. Imprévisible, la seule médaille algérienne a été remportée par Taoufik Makloufi sur le 1500 mètres. Mais à Londres, il n'y a pas eu que des surprises. Les athlètes africains ont surtout réaffirmé qu'ils étaient les rois de la course de fond et d'endurance. Les rois, ou plutôt les reines. Sur le 10 000 mètres et sur le marathon, les Éthiopiennes ont raflé l'or olympique. Toujours présent et encore plus fort, le Kenya nous a donné les plus belles secondes des Jeux olympiques. Sur le 800 mètres, David Rudisha a pulvérisé son record du monde en toute facilité. Avec la victoire d'Ezekiel Kamboy sur le 300 mètres steeple, le Kenya nous a offert des images de pur bonheur. On les garde en tête jusqu'au prochain rendez-vous. Ce sera à Rio en 2016.
Bravo aux athlètes africains et vivement le prochain rendez-vous. Avant de parler santé, ce communiqué a porté à votre attention. Le ministre de la Santé, Zoumana Makadji, a procédé vendredi dernier au nom du gouvernement du Mali à la signature de l'engagement de notre pays à la survie de l'enfant. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministère en présence de monsieur Théophane Nikiema, représentant par intérim de l'UNICEF. Il y a 10 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait sa résolution historique, un monde digne des enfants, contribuant ainsi à sauver et améliorer la vie de millions d'enfants. Aujourd'hui, nous renouvelons cette promesse faite aux enfants du monde, a rappelé le ministre Makadji. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF a mentionné que l'UNICEF apportera aux côtés des partenaires du gouvernement sa contribution à la nécessaire synergie d'action nationale et de coopération internationale pour plus de résultats en faveur de la survie de l'enfant. La chronique santé du jour est consacrée au port de lunettes, qu'elles soient optiques ou pas. Les lunettes sont aujourd'hui dans la vie de la plupart des Maliens, mais celles que nous portons sont-elles vraiment celles dont nous avons besoin pour bien voir et pour nous protéger contre les rayons solaires? En tout état de cause, il est conseillé de se faire consulter pour porter des verres correcteurs. Si c'est juste pour se protéger des rayons du soleil, il faut toujours avoir quoi acheter et où le faire. Focus Santé est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli.